Zakia Khattabi, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ministre du Climat du gouvernement fédéral. Zakia Khattabi, la relance après Covid, elle sera respectueuse du climat ? Elle devra l'être. On n'a pas le choix entre le pré-rapport du GIEC qui nous annonce que la situation est pire que ce qu'on imaginait, la condamnation de la Belgique la semaine dernière dans le cadre de l'affaire climat. On n'a pas d'autre choix, effectivement, que de mettre tous nos moyens dans la transition. Ça veut dire qu'on ne pourra pas relancer notre machine économique comme avant ? On doit la réorienter ? Alors, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas le plan de relance, mais de redéploiement, parce que le relance voudrait dire qu'on fait un reset d'un système qui existe. Non, moi, je pense d'ailleurs, le cadre de ce plan de résilience européen est très clair. C'est celui de la transition. Et donc, oui, investissons dans la nouvelle économie, investissons dans la mobilité, investissons dans la transition verte. Ouais, la Commission européenne a donc officiellement donné son feu vert au plan de relance, donc vous ne voulez pas appeler relance belge. Présentation officielle ce matin, 5,9 milliards, donc presque 6 milliards pour 85 projets. Ils seront tous bénéfiques pour le climat, ces projets ? Alors, on a effectivement réfléchi ce plan à l'aune des enjeux verts. Alors, vous le savez, il y a 37% des projets sont vraiment des projets verts, mais on a fait en sorte que le reste... pour l'énergie et le climat, absolument, et ça monte à 3,2 milliards si on ajoute la mobilité. Tout à fait, mais à côté de ça, les autres politiques ne doivent pas faire de mal au climat, pour le dire rapidement. Ce sont des principes aussi au niveau de l'Union européenne, do no harm, c'est-à-dire que les projets qui seront financés à côté de ces projets typiquement verts ne peuvent pas faire du mal aux objectifs qu'on s'est donnés. Ouais, quand Thomas Dermine, secrétaire d'État à la relance, qui est la cheville ouvrière de ce plan, dit que les 6 milliards européens, c'est pas assez, et qu'il faut plus d'investissements, notamment plus d'investissements publics si on veut pas rater le train. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, pas seulement d'accord, je suis convaincue, c'est pourquoi nous plaidons. Donc, je l'ai dit, nous avons des objectifs climatiques ambitieux, et si nous voulons atteindre nos objectifs, il y a un certain nombre d'investissements qui sont incontournables, des investissements supplémentaires à ce que l'Europe a mis en place, que ce soit effectivement renforcer encore un peu plus les financements en matière de mobilité. Il faut aussi investir massivement dans nos bâtiments, faire de la rénovation énergétique, mais il y a aussi des investissements à faire d'accompagnement de nos entreprises dans leur propre transformation, je pense à l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui commencent quand même à s'inquiéter d'un endettement qui est en train de s'envoler ? On ne va pas pouvoir continuer à investir, même si c'est pour le climat. Alors, moi, je pense que le contexte aujourd'hui, il est favorable. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul de Gros notamment nous dit que sans aucune... C'est un économiste flamand. Absolument, qui n'est pas connu pour être de gauche et ni écologiste. Mais donc, il nous dit que sans aucune austérité, le ratio d'endettement va diminuer. On passera de 115% à 90%. Et donc, naturellement. Parce que les taux sont bas. Absolument. Et donc, c'est aujourd'hui que ces investissements doivent être faits, parce que si on ne les fait pas, ce qui nous attend demain comme dette va être abyssal, notamment en matière de sécurité sociale, parce qu'on n'aura pas traité la question, par exemple, de la qualité de l'air. Donc il faut investir. Il faut investir, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Le contexte financier est particulièrement intéressant. Alors l'accord, il est très clair. Il y a une ambition d'augmenter les investissements publics de 4%. C'est un accord que l'ensemble des partenaires de la majorité a signé. Donc je ne comprendrai pas qu'effectivement nous ne soyons pas sur la ligne de cet accord. Ouais, toujours sur le climat, l'objectif d'une Belgique complètement décarbonée en 2050, il reste valable ? Plus que jamais. Plus que jamais, je l'ai dit la semaine dernière, la Belgique s'est faite condamner parce que nous avons pris les gouvernements précédents ont pris des engagements et n'ont pas mis en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir les atteindre. Mais donc celui-là, on va le tenir ? Alors nous devons le tenir, et donc moi je mets sur la table un certain nombre d'outils pour atteindre cet objectif en commission. À la Chambre, des scénarios pour atteindre cet objectif. Ça veut dire quoi les scénarios ? Ça veut dire qu'on va agir sur le comportement des consommateurs, changer les comportements, on doit investir dans les technologies, on doit faire un mix de ces deux scénarios-là. Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, les scénarios, c'est quoi ? C'est un outil d'aide à la décision stratégique dans les politiques climatiques. Voilà. Au niveau fédéral, c'en est fini de la politique du doigt mouillé. Il faut que nous puissions objectiver les leviers qu'il faut activer. Et ici, ce que je mets sur la table, effectivement, ce sont 5 scénarios qui ont été construit à partir d'un modèle qui active un ensemble de leviers, économiques, de leviers, et autres, mais pour montrer que c'est possible. Donc la première vertu de l'exercice qui a été fait... on atteint la décarbonation en 2050. Alors c'est la première vertu de cet exercice, c'est de montrer que c'est encore possible. Mais c'est aux politiques de choisir, c'est aujourd'hui que ces choix doivent être faits. Justement, donc le contexte aujourd'hui dans lequel les choix vont se faire, qu'ils soient budgétaires, d'investissement, nos politiques publiques, est le contexte de la neutralité carbone. Les scénarios qui sont sur la table, il y en a 5. Il y en a
un business as usual, c'est-à-dire on ne change rien et on n'atteint pas la neutralité climatique. Les 4 autres nous permettent d'atteindre cette neutralité. Il y a un des scénarios qui table exclusivement sur les changements comportementaux. Donc on change notre façon de manger, on change notre façon de bouger, la mobilité, etc. Il y a un scénario qui table sur la technologie exclusivement. Et donc on ne change rien dans nos comportements individuels, mais la technologie, comme l'électrification, etc., va nous aider à atteindre la décarbonation. Puis il y a un 3e scénario qui est un mix des deux. On joue sur les avancées technologiques, mais aussi un certain nombre de changements de comportement. Et puis un dernier scénario qui fait le même exercice en cas de demande plus importante énergétique. Et donc, on va choisir quel scénario? Alors ça, c'est tout l'objet de la discussion maintenant. L'enjeu de la transition, c'est de faire démocratiquement des choix. Donc hier en commission, j'ai présenté les scénarios. Je vais présenter les scénarios à mon propre gouvernement pour que ce soit le cadre de discussion et de décision stratégique des prochains investissements, des prochains budgets et des prochaines politiques publiques. On essaie d'être concret, Zaka Khattabi. Ces scénarios, ça veut dire que par exemple, on arrête les moteurs thermiques pour se déplacer. Ça veut dire que par exemple, on sort toujours du nucléaire, même s'il faut remplacer par des centrales au gaz. Alors, des choses comme ça qui sont dans vos scénarios? Donc les scénarios sont construits sur base du contexte international, du contexte européen et de l'accord de majorité. Donc ici, les scénarios qui sont sur la table nous permettent d'atteindre la neutralité carbone avec la sortie du nucléaire. Ouais. Donc les scénarios intègrent bien. Et donc c'est bien la vertu de l'exercice, absolument, c'est bien la vertu de montrer que c'est possible. D'ailleurs en commission hier, c'était assez frappant de constater que ceux qui jusqu'alors ne croyaient pas en la capacité technique, en la fiabilité, en la faisabilité de ces scénarios, ne l'ont plus discuté. Là où la discussion commence, c'est en effet sur les choix stratégiques qui vont être opérés. Ouais. Rapport du GIEC qui a donc été éventé, qui est publié depuis hier soir. Augmentation de 2 degrés à la place des 1,5 degré. Ça ferait 80 millions de personnes dans le monde qui souffriraient de la faim, 400 millions de personnes qui souffriraient de pénurie d'eau. Ça veut dire qu'on peut encore corriger ça ou pas? Alors oui, le rapport est alarmiste, mais il dit aussi que c'est encore possible. Et c'est ce que les scénarios disent aussi. Mais c'est aujourd'hui que les choix doivent être posés. Et ce que le rapport du GIEC nous rappelle aussi, parce que c'est pas une lubie des écolos bobos, c'est que en fait, ce qui se joue, c'est les conditions de viabilité de l'humanité sur Terre. La Terre, elle va continuer à tourner, mais sans nous. Alors est-ce que c'est ça que nous voulons ?